Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le nombre e ainsi que les fonctions exponentielles dont la base est e et le logarithme naturel ln qui est la fonction réciproque. On est donc dans la section 6.1 du cours de MCV 4U. On ne remplira pas tout parce qu'on n'a pas la base pour tout faire, mais du moins on va définir ces deux fonctions-là. Donc prenez vos notes de cours s'il vous plaît. C'est commencé. Alors, le nombre e. Le nombre e est un petit peu un nombre mythique au même titre que le nombre pi. Il est un petit peu moins populaire que le nombre pi et aussi il est un petit peu moins vieux. Le nombre e, si on regarde, tout d'abord, c'est un nombre qui est irrationnel, c'est-à-dire que son développement décimal est non périodique. Donc, irrationnel. Et il a l'air de quoi ce nombre-là? Mais ce nombre-là, si on regarde les quelques premières décimales, il vaut 2,7182818. Et là, ça se poursuit à l'infini. On pourrait peut-être croire qu'il y a une certaine période qui s'installe ici, mais non, c'est réellement un nombre irrationnel. Donc, il n'y a pas de période du tout qui apparaît dans la portion décimale. Donc, ce nombre-là, il provient de plusieurs études. Si on veut, il y a plusieurs façons d'obtenir ce nombre-là. On va avoir la chance d'étudier un petit peu plus en profondeur ces provenances-là et les différentes définitions du nombre E, mais ça va venir plus tard. En attendant, ici, si on vous demandait d'évaluer au millième près, bien, sur votre calculatrice scientifique, vous avez une touche E. Alors, vous prendriez cette touche-là et vous lui affectez l'exposant 2 tout simplement. Donc, vous vérifierez avec votre calculatrice. Ici, le but n'est pas nécessairement la réponse comme telle, mais de bien savoir calculer ceci avec votre calculatrice. Ensuite de ça, si j'avais e à la moins 4, bien selon nos définitions des exposants négatifs, ceci correspond à 1 sur e à la 4 que vous pouvez calculer comme ça ou tout simplement pitonner e exposant moins 4 à votre calculatrice graphique ou calculatrice scientifique et ça vous donne 0,018. Et finalement, si on vous demandait la racine carrée de e, encore une fois, pratiquez-vous à le faire, la réponse devrait vous donner 1,648 ici. Donc voilà, ça va être tout pour cette page-ci. Les définitions, on va les revoir plus tard. Je vais vous inviter à tourner la page. À la deuxième page, on va commencer au point numéro 2, les graphiques de y égale e exposant x. On débute ceci en remplissant les tables de valeurs qui sont là pour les quelques valeurs de x choisies, puis ensuite de ça, on va aller tracer nos graphiques. Alors ceci, c'est la fonction exponentielle de base, donc celle qui n'a pas de transformation aucune. Donc nous avons e comme base de cette puissance-là et x notre exposant. Encore une fois, ici, il s'agit de savoir calculer ça, la calculatrice scientifique. Donc, si j'affecte l'exposant moins 1 à ma base de E, mon résultat serait 0,368 millième. Si je donne à E l'exposant 0, mais comme pour n'importe quelle autre valeur, ça va me donner 1. Si j'affecte l'exposant 1 à la base, mais j'obtiens la valeur de la base qui est le nombre E à 2,718 millièmes. Et avec l'exposant 2, nous avons 7 entiers et 389 millièmes. Je vais tout de suite me reporter au graphique. Alors, à moins 1, j'ai une très petite valeur. Donc, si ça, c'est un entier, j'aurai la demi ici. Donc, je suis en dessous de ça. Ensuite de ça, j'ai mon ordonnée à l'origine à 0,1. Ensuite de ça, lorsque x vaut 1, j'ai mon nombre e qui est juste un petit peu avant 3. Et si mon exposant vaut 2, je suis à 7,389, donc un petit peu ici. Comme on se rappelle, les fonctions exponentielles de base, elles ont toutes une asymptote horizontale ici à y égale 0. Alors, ce n'est pas différent pour une base qui vaut 2,718, etc. Alors, je vais longer ici mon axe des x
et je vais aller attraper au vol chacune de mes coordonnées que j'ai déjà tracées. Donc, voici le graphique de base. Vous remarquerez qu'il n'y a rien de différent ici avec les fonctions qu'on connaît déjà. La seule caractéristique, c'est qu'il s'agit d'une base E, tout simplement. Le deuxième graphique, je vais changer de couleur ici pour les distinguer comme il faut. Donc, si je mets celui-ci en rouge, qu'est-ce qui arrive ici? Bien, j'ai une élongation verticale de facteur 2. Essentiellement, ce que ça signifie, c'est que chacune de ces valeurs de y-là vont être multipliées par 2. Donc, rapidement, ici, ça va me donner 0,736 millièmes. Ici, au lieu d'avoir 1, bien, j'ai 2. Ensuite, j'ai 5,437 millièmes. Et finalement, ici, j'aurai 14,778 millièmes. Alors, je recommence ça ici. Pour moins 1, je suis un petit peu par-dessus la demi. Ici, au lieu d'être à 1, je suis à 2. Ensuite, pour mon exposant 1, je suis à 5,4. Et finalement, le 14, malheureusement, il n'entre pas. Donc, je vais y aller avec ça. Je longerai quand même mon axe des X. Et je m'en viens chercher mes points comme ceci. Et voilà. Excellent. Et je vais changer une dernière fois de couleur pour le dernier. Le dernier ici, je vais le faire en vert. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Bien, attention. Premièrement, si vous voulez, on pourrait réécrire ceci comme moins e à la x plus 3. Le plus 3 qui est ici, il représente une asymptote horizontale, bien sûr, mais à horizontale, donc AH, à Y égale 3. Donc, mon graphique va être par-dessus comme ça, un petit peu plus haut. Et voici mon asymptote horizontale à Y égale 3. Par contre, le moins qui est là, il représente une réflexion par rapport à mon axe des X. Tous les Y vont changer de signe. Alors, au lieu que ma fonction soit croissante, comme ceci, elle va devenir décroissante en longeant mon asymptote horizontale ici. Alors, je vais aller faire mes calculs. Donc, il s'agirait, encore une fois, on pourrait prendre ces valeurs-ci, qui sont les E à la X, changer leur signe et ensuite additionner de 3 unités. Les résultats sont les suivants. Donc, 2,632 millièmes lorsque X vaut moins 1. Lorsque X vaut 0, je suis à 2. Ensuite, lorsque X vaut 1, je suis à 0,282 millièmes. Et finalement, à X égale 2, j'ai moins 4,389 millièmes. Donc, si je m'en viens placer ça, si X vaut moins 1, je suis à 2,6, donc tout près de mon asymptote, mais par le bas. Ensuite, à 0, j'ai 2 comme tout à l'heure. Ensuite, lorsque X vaut 1, je suis environ à 0,3, donc sous la demi. Et lorsque X vaut 2, je suis à moins 4,4 environ, donc à peu près ici. Donc, je vais aller tracer ça. Donc, je longe mon asymptote horizontale et je m'en viens chercher mes 4 coordonnées. Et voilà. Alors, voici comment on trace un graphique dont la base est E. Vraiment pas plus difficile que les fonctions exponentielles normales avec des bases de 2, de 3, de 4. Donc, voici. On va aller voir maintenant les caractéristiques des graphiques des fonctions précédentes, donc les fonctions que l'on vient de tracer. Alors, pour la première fonction, on va les remplir conjointement, je crois, parce qu'il y a certains éléments qui vont se répéter. Donc, au niveau du domaine, n'importe quelle fonction exponentielle, peu importe sa base, le domaine va toujours être les nombres réels. Donc, on n'a aucune restriction. Je peux prendre l'exposant que je veux
Donc, autant pour la première que pour la deuxième et la troisième. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels, tout simplement. L'image maintenant, pour les deux premières, c'était toutes les valeurs de y qui étaient strictement plus grandes que 0, tout en gardant en tête que ces valeurs de y-là appartiennent aux nombres réels. Alors, y est un élément des réels tel que y est strictement plus grand que 0. Et ça se répète pour la deuxième fonction. Donc, y, élément des réels, tel que y est strictement plus grand que 0. Alors que la dernière, elle était différente parce que j'avais une translation verticale. Donc, y est élément des réels. Sauf que cette fois-ci, ce sont tous les y qui sont strictement plus petits que 3, qui était notre asymptote. Nos ordonnées à l'origine, pour la première, si vous vous rappelez, on avait y égale 1 et les deux autres étaient y égale 2. On va aller voir maintenant le comportement à l'infini. Qu'arrive-t-il au y lorsque x tend vers l'infini? Bien, pour les deux premières, plus le x augmente, plus le y augmente également dans l'infini positif. Et c'est la même chose aussi pour la deuxième fonction. Pour la dernière, plus les x deviennent grands, plus les y tendent vers moins l'infini, plus les y descendent ici dans l'infini négatif. De l'autre côté maintenant, plus les x deviennent négatifs, qu'arrive-t-il au y? Bien, dans les deux premiers cas, y s'approche de 0 à l'infini, parce qu'on s'approche de notre axe des x sans jamais lui toucher, mais dans l'autre cas, le dernier, plus mes x s'en vont dans les négatifs, plus mes y, eux, s'approchent de mon asymptote qui est à 3. Et finalement, justement, ces asymptotes horizontales-là, j'ai y égale 0 pour les deux premières fonctions, et la dernière, on a y égale 3. Donc voilà, on est prêt pour la troisième page. À la page suivante maintenant, on va faire un petit rappel sur comment on transforme une fonction exponentielle en fonction logarithmique, l'une étant la réciproque de l'autre. Alors, la fonction logarithmique est la réciproque de la fonction exponentielle. Réciproque de la fonction exponentielle. Et ce, peu importe la base de la fonction exponentielle. Ça va donc inclure également les fonctions exponentielles dont la base est e. Donc, une fonction exponentielle peut s'écrire de la façon suivante. Si je pose une base de 2, y égale 2 exposant x, la fonction exponentielle réciproque est celle où on renomme nos variables indépendantes et dépendantes. Et ensuite de ça, on isole la variable y à nouveau. Et c'est à ce moment-ci que l'on introduit la notation logarithmique, où cette notation-là veut que y, donc soit l'exposant, soit égal au logarithme en base 2 du résultat x. La représentation graphique des fonctions logarithmiques, bien, les deux représentations sont déjà faites ici. Celle qui est en bleu est notre fonction exponentielle et la réciproque, qui est la fonction logarithmique, est la fonction qui est en rouge. La réciproque est également le résultat d'une réflexion oblique par rapport à la droite y égale x. Alors, ceci a comme effet essentiellement de changer toute coordonnée xy en coordonnée yx. Donc, tout est inversé. Si on regarde les caractéristiques des deux fonctions, le domaine pour la fonction exponentielle, mais on en a déjà parlé, le domaine est l'ensemble des nombres réels, alors que l'image ici est les valeurs de y qui sont plus grandes que 0. Donc, y est un élément des réels, tel que y est strictement plus grand que 0. Si on regarde au niveau de la fonction logarithmique maintenant, bien, on se rend compte que le domaine représente les valeurs de x qui sont plus grandes que 0. Donc, x est un élément des réels, tel que x est strictement plus grand que 0. Et c'est l'image, quant à elle, qui représente l'ensemble des nombres réels. Alors, il y a un changement
un échange. Si on veut, le domaine de la fonction exponentielle devient l'image de la fonction logarithmique et même chose pour l'image de la fonction exponentielle qui devient le domaine de la fonction logarithmique. Et ceci est une caractéristique des fonctions réciproques. Si on regarde maintenant au niveau des propriétés pour les logarithmes, bien, on en a quelques-unes. Une première que l'on va regarder est celle de la multiplication. Donc, si on a le log en base A d'une multiplication ici, donc disons x fois y, ceci peut se réécrire comme le log en base A de x plus le log en base A de y. J'en dirai pas plus que ça, étant donné que ce sont des rappels, vous devriez déjà connaître ceci. Ensuite de ça, une deuxième fait appel au quotient. Cette fois-ci, si on a le log en base A de x sur y, ceci devient le log en base A de x moins le log en base A de y. Maintenant, si on a une puissance, le log en base A de x à la y peut se réécrire comme y fois le log en base A de x. Et finalement, la dernière qui est ici, qui est très importante, qui est la propriété du changement de base. Si on a le log en base A de x, je peux réécrire ce log-là dans n'importe quelle autre base. Donc, je pourrais dire que c'est le log en base B de x sur le log en base B de A. Souvent, cette base B-là, on choisit de prendre la valeur de 10. Alors, ça devient des logs que l'on peut utiliser à la calculatrice et ça nous permet de calculer des logarithmes pour lesquels la base est différente de 10. Ensuite de ça, une autre petite propriété, le log en base A de 1 va toujours donner 0. C'est comme si je dis A à la 0 donne 1. Ensuite de ça, si je regarde le log en base A de A, et ça va toujours donner 1, puisque A à la 1 donne A. Ensuite de ça, log en base A de 1 sur A, ça nous donne moins 1. Même chose, A à la moins 1 nous donne 1 sur A. Il nous en reste 2. Le log en base A de A à la X, bien ceci, ça nous donne X tout simplement. A à la X donne A à la X. Et le dernier, si nous avons A exposant le log en base A de X, le tout nous donne X tout court. Donc, voici les propriétés des logs. Maintenant, on va aller voir comment résoudre des équations exponentielles à l'aide des logarithmes. Donc, si on vous demandait de résoudre l'équation suivante, 4,5 à la x nous donne 180. On cherche donc l'exposant que l'on doit affecter à cette base-là pour avoir le résultat de 180. Et pour arriver à le faire, c'est le moment de convertir en notation logarithmique pour être capable d'isoler cette valeur de A-là. Donc, une opération que l'on va faire souvent, c'est de dire, mais je vais faire le log du côté gauche. Donc, ça devient le log en base 10 de 4,5 à la 10 qui doit être égal au log en base 10 de 180. Maintenant, on va appliquer la propriété sur la puissance et le membre de gauche, je peux le réécrire comme x fois le log de 4,5 qui est égal au log de 180. Et je termine ceci en divisant le tout par le log de 4,5. Alors, x va être égal au log de 180 divisé par le log de 4,5. Et le tout nous donne environ une valeur de 3,45. Donc, c'est comme ça que l'on résout une équation logarithmique. On va aller voir maintenant les graphiques des fonctions
logarithmique, mais dont la base est e, et on va donc introduire le logarithme naturel, donc ln. Donc, ce qu'on appelle les logarithmes naturels ou les logarithmes népériens sont tout simplement des logs dont la base est le nombre e. Donc, la fonction logarithmique naturelle est y égale ln de x. Donc, si on fait un petit peu la progression, on partirait de la fonction exponentielle y égale e à la x. La fonction exponentielle réciproque serait x égale e à la y. Et si on procède dans un premier temps à la transformation en fonction logarithmique, je pourrais dire que y est égal au log en base e de x. Mais comme le nombre e est un nombre particulier, on a attribué une notation spéciale pour ce log-là et c'est ce que l'on appelle ln. Donc, ln de x. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace log en base e par ln. Lorsqu'on voit ln, c'est sous-entendu que la base est e. Allons voir maintenant la représentation graphique de ces deux fonctions-là. Vous allez remarquer tout de suite qu'il n'y a rien à l'œil comme ça qui diffère de ce que l'on vient tout juste de faire lorsqu'on avait une base de 2. Alors, rapidement, le domaine de la fonction exponentielle sera tous les x qui sont des éléments des réels. Et ce domaine-ci va devenir l'image dans la fonction logarithmique ln de x. Donc, on a y appartient au réel. Et pour l'image de la fonction exponentielle, on a tous les y éléments des réels, tels que y est plus grand que 0. Et c'est la même chose ici pour le domaine de la fonction logarithmique. Alors, x est élément des réels, tel que x est strictement plus grand que 0. Au niveau des propriétés des logs pour le ln, bien c'est exactement la même chose que tout à l'heure, à l'exception près que nous changeons la notation log pour des ln. Donc on aurait par exemple ln de x fois y qui deviendrait ln de x plus ln de y. Ensuite de ça, rapidement, le quotient ln de x sur y devient ln de x moins le ln de y. La puissance ln de x à la y deviendrait y fois ln de x. Si nous avons ici un log dans une base A de x, en appliquant la propriété de changement de base, bien, on peut changer ce logarithme-là en un logarithme en base e. Donc, ça deviendrait ln de x sur ln de A. Ln de 1 est égal à 0, puisque la base e à la 0 donne 1. Ln de e donne 1, puisque la base e à la 1 donne e. Ensuite de ça, ln de 1 sur e nous donne moins 1. Ln de e à la x nous donne x tout simplement. Et finalement, e à la ln de x nous donne x. Et de la même façon, on peut ici procéder à la résolution d'une équation exponentielle en base e. Donc, si on veut éliminer ici, je ne ferai pas le logarithme en base 10, mais bel et bien le ln de chaque côté. Donc, si je fais le ln de e exposant x plus 2, qui est égal au ln de 18,56. En appliquant ma propriété de la puissance, je peux dire que x plus 2 fois le ln de e me donne le ln de 18,56. Comme on vient de le voir, ln de e, ça donne 1. Alors, nous avons que x plus 2 est égal au ln de 18,56. Je finis d'isoler x en faisant moins 2 de chaque côté.
Et ensuite de ça, j'utilise la calculatrice pour évaluer ceci. Vous avez une touche ln sur votre calculatrice scientifique et ça nous donnerait environ 0,921 milliamps. À l'exemple 3 maintenant, on demande d'écrire les expressions suivantes sous forme logarithmique. Donc, on applique ici la propriété, si on veut, ou le changement d'écriture. Donc, si j'ai x qui est mon exposant et la base qui est e, mon résultat qui est 8, je dirais que x est égal au ln de 8. Ici, j'aurais que mon exposant 3 moins x est égal au ln de 27. Et j'ai changé la forme d'écriture. Ici, on vous demande d'utiliser les propriétés que l'on vient de revoir pour écrire les expressions suivantes à l'aide d'un seul logarithme. Alors, si j'ai des ln qui se soustraient, c'est que je peux ici combiner les deux résultats, 5 et 10, dans la division comme ceci. Et bien sûr, je peux simplifier pour dire ln de 1/2. Ici maintenant, j'ai deux choses à effectuer. Le 3 qui est un coefficient, je peux venir le remettre en exposant. Même chose ici pour le 5. Donc ceci devient ln de 6 à la 3 plus le ln de 1/2 à la 5. Et maintenant que j'ai une somme de deux logarithmes, je vais pouvoir multiplier mes résultats. Donc, ça va donner le ln de 6 à la 3 fois 1/2 à la 5. Si j'évalue ceci, ça va nous donner ln de 216 sur 32, qui peut à nouveau se réduire comme le ln de 27 quarts. Voilà pour la lettre B. Maintenant, la lettre C, si je veux réduire, pour commencer, je vais appliquer la propriété sur la puissance pour chacun des ln. Donc, ceci va donner ln de 4x à la 5 moins le ln de x moins 1 à la 3. Maintenant, quand j'ai des ln qui se soustraient, je peux diviser les résultats qui sont ici. Ça nous donne ln de... Si j'évalue 4x à la 5, on va avoir 1024x à la 5 divisé par x moins 1, le tout à la 3. Et je peux arrêter là comme réponse finale. À l'exemple 5, on doit déterminer la valeur de x pour chacune des expressions, donc résoudre l'équation. Alors, si e à la x donne 5, ceci signifie que je cherche une valeur de x qui correspond au ln de 5. On pitonne ça à la calculatrice et ça nous donne une valeur de x qui est environ 1,609 millième. Ici maintenant, ce que je peux faire en premier lieu serait de simplifier un petit peu l'expression. Je vais diviser par 20 à gauche et à droite pour me débarrasser de mon coefficient qui est ici, de manière à isoler ma puissance en base E. Donc 1000 divisé par 20 nous donne 50. Donc 50 est égal à E exposant x sur 4. Et maintenant, je suis prête à faire ma transformation d'écriture. Donc j'aurai que x sur 4 est égal au ln de 50. Je multiplie 4 de chaque côté, donc 4 fois le ln de 50, j'évalue et ça me donne une valeur de x qui est environ de 15,648 milliamps. Donc, je vous laisse poursuivre pour C et D. Lorsque vous serez prêts, revenez et la solution sera affichée. Voici la solution pour les lettres C et D. Donc, en premier lieu, ici, à la lettre C, j'ai appliqué le ln de chaque côté du signe d'égalité.
Et selon l'une des propriétés, ln de e à la ln de 2x, ça nous donne juste ln de 2x ici. Et là, par comparaison, si le ln de quelque chose est égal au ln de quelque chose d'autre, bien ces éléments-là doivent forcément être égaux. Et donc, à partir de là, je peux résoudre la valeur de x et trouver une réponse de 3,658 millièmes. Pour la lettre D maintenant, j'ai éliminé ce membre-là et il est apparu à la gauche. Je peux donc additionner ces puissances-là. Ça me donne 4e à la x qui est égal à 4. On divise par 4 de chaque côté. Et donc, une identité fondamentale ici, là, e à la x donne 1. Donc, l'exposant doit forcément valoir 0. On est prêt pour la dernière page? À l'exemple 6, nous allons remplir les tableaux de valeurs qui sont ici et ensuite de ça, tracer les graphiques des fonctions logarithmiques qui sont définies ici. Alors, si je prends la fonction logarithmique de base, y est égal ln de x, et on peut prendre n'importe quelle valeur de x qui sont supérieures à 0 et évaluer. Donc, si je fais ln de 0,5, on prend la calculatrice et puis on obtient un résultat de moins 0,693 millièmes. Si je prends 1, ln de 1, c'est toujours 0. Si je fais ln de 1,5, on obtient 0,405 millièmes. Si je prends la valeur de 2, 0,693. Ensuite, pour 3, 1,099 et finalement 1,386. Alors, on voit qu'il y a une augmentation, elle est minime, mais elle est là. Pour celui-ci maintenant, si nous regardons un petit peu les transformations qui ont été ajoutées à la fonction de base, le moins qui est devant représente une réflexion par rapport à l'axe des x, et ensuite de ça, on va avoir une translation verticale de 2 unités vers le haut. Évaluons donc rapidement les valeurs pour cette fonction-là. Donc, si je remplace x par 0,5, on va obtenir 2,693. Si je remplace par 1, j'aurai une valeur de 2. Par 1,5, on aurait une valeur de 1,595. Si x vaut 2, 1,307. Si x vaut 3, 0,901. Et finalement, si x vaut 4, 0,614. Qu'arrive-t-il à nos valeurs de y? On voit qu'elles sont en diminution, on est en décroissance et ceci est dû à cette réflexion verticale. On va aller voir ça dans le graphique dans un instant. Et finalement, si on regarde la dernière fonction, j'ai une élongation verticale de facteur 3, donc tous mes y initiaux seraient multipliés par 3, puis le x-1 ici, entre parenthèses à l'intérieur de la fonction logarithmique, va représenter une translation horizontale de une unité vers la droite. Alors, étant donné qu'on avait déjà une asymptote verticale à x égale 0, bien, cette asymptote est maintenant à x égale 1. Alors, tout ce qui vient avant ça n'est pas défini pour la fonction logarithmique qui est en C ici. Je peux donc commencer avec des valeurs qui sont plus grandes que 1. Allons donc avec notre 1,5 où j'ai moins 2,080 comme valeur finale. Si x vaut 2, la réponse est 0. Ensuite de ça, on a 2,079 pour x égale 3. Et finalement, pour x égale 4, nous avons 3,296. Allons voir ça dans le graphique maintenant. Voici le premier graphique, y égale ln de x. Alors, j'ai représenté ici l'asymptote verticale à x égale 0 par le trait jaune. Donc, la fonction longe l'asymptote jusqu'à ce que, ici, on a notre abscisse à l'origine à 1, 0 et les autres valeurs que l'on avait déterminées. Donc, la fonction ici, même si elle ne croît pas rapidement, il ne faut pas se méprendre. Il n'y a pas d'asymptote horizontale pour la fonction ln de x. Elle continue de croître tranquillement plus les x augmentent. Je vous suggère de faire pause, de tracer votre graphique et je vous reviens dans un instant avec le deuxième graphique. Voici le deuxième graphique.
On remarque que le comportement près de l'asymptote est le même, sauf qu'au lieu de provenir de par le bas, on arrive par le haut à cause de cette réflexion verticale qu'il y a eu lieu, et ensuite de ça, les valeurs vont décroître. Encore une fois, ne pas croire qu'il y a une asymptote horizontale, la fonction continue de descendre, elle va finir par croiser l'axe des x éventuellement et va continuer sa descente plus les x vont augmenter. Je vous reviens avec le dernier dans quelques instants. Le dernier graphique est maintenant en vert. J'ai ajouté une asymptote verticale en vert également qui passe par x égale 1. Alors notre graphique va longer cette asymptote et ensuite de ça filer vers plus l'infini en y. On réalise ici que la croissance se fait beaucoup plus rapidement que dans les deux autres graphiques. La raison est simple, la présence de ce 3 ici est une élongation verticale de facteur 3, donc tous les y sont multipliés par 3, donc croissance beaucoup plus rapide. Et encore une fois, ça file, il n'y a pas d'asymptote horizontale à ce graphique-là. Maintenant que nous avons terminé ceci, nous allons aller énumérer certaines des caractéristiques des graphiques des fonctions précédentes, alors les trois fonctions que l'on a tracées. Si on regarde au niveau du domaine, bien, les deux premières fonctions ont exactement le même domaine, c'est-à-dire que tous les x sont des éléments des réels, tels que x est strictement plus grand que 0. Ça, c'est le domaine de base, le domaine initial pour les fonctions logarithmiques. La dernière, par contre, elle avait subi une translation horizontale de une unité vers la droite. Alors, notre domaine doit également faire la même chose. On va aller donc chercher les valeurs de x qui sont strictement plus grandes que 1. Pour l'image, toujours la même chose, peu importe les transformations. L'image est l'ensemble des nombres réels pour toutes les fonctions. Donc, y élément des réels, et même chose pour le dernier. Les abscisses à l'origine, maintenant, pour le premier graphique, on l'avait. Nous avions la valeur de x égale 1. Dans le deuxième graphique, on ne l'avait pas nécessairement parce que ce n'est pas une valeur qui était dans notre table de valeurs. On va la calculer dans un instant. Puis pour le dernier, nous avions x égale 2. Donc, si on s'en vient ici dans le bas, pour calculer l'abscisse à l'origine, je cherche quelle est la valeur de x lorsque y vaut 0. Alors, je substitue y pour 0. Donc, y égale moins ln de x plus 2. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éliminer le moins ln de x ici. Il va donc apparaître de l'autre côté, mais positif. J'ai donc ln de x qui est égal à 2. Et là, je peux transformer, revenir à ma forme exponentielle. Ceci veut dire que e, exposant 2, me donne la valeur de x. J'utilise la calculatrice pour évaluer ceci et j'obtiens une valeur de x qui vaut approximativement 7,4. Donc, voici notre abscisse à l'origine. Comportement à l'infini maintenant. Qu'arrive-t-il à mes y plus mes x augmentent? Bien, dans le premier cas, y augmente également et s'en va vers l'infini positif. Dans le deuxième cas, étant donné que nous avions la réflexion par rapport à l'axe des x, plus les x vont augmenter, plus les y, eux, s'enfoncent vers moins l'infini. Et le dernier, plus les y vont aller vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 0 plus, ceci va s'adresser aux deux premières valeurs ici. On pourrait peut-être modifier un petit peu pour la dernière. 0 plus représente quoi? Et dans les deux premiers cas, c'est lorsqu'on s'approche de l'asymptote verticale de par la droite. Qu'arrive-t-il à mes valeurs de y? Bien, y ici va tendre vers moins l'infini. Et l'inverse ici pour la deuxième fonction qui avait subi la réflexion. Ici, ce que je pourrais dire, c'est qu'arrive-t-il à mes y lorsque x tend vers 1 plus. Donc, plus je m'approche de mon asymptote verticale à x égale 1, qu'arrive-t-il à mes y? Bien, y s'en va vers moins l'infini.
Et puis, asymptote verticale, bien, on en a parlé plusieurs fois, x égale 0 pour les deux premières fonctions. Et finalement, x égale 1 pour la dernière fonction. Donc voici, ça complète la section sur le nombre e, les fonctions exponentielles et logarithmiques. Je vous invite à essayer quelques exercices dans vos notes de cours, puis on se revoit pour une autre section.